Bonjour à tous, vous écoutez le balado Génération Oui, le balado des indépendantistes convaincus et des indépendantistes à convaincre. Ici Charlotte Tremblay, votre animatrice, et je suis présentement avec Marc-Antoine Lemay. Ça va bien, Marc-Antoine? Oui, ça va très bien, toi, Charlotte? Oui. Oui. Théo est malheureusement pas avec nous aujourd'hui. Il s'est fait vacciner hier. Il se sentait pas très bien pour faire le podcast aujourd'hui, mais je pense que je suis quand même en bonne main, là. Pas trop d'inquiétude à ce niveau-là, Charlotte. Non, c'est parfait. Sinon, dans le dernier épisode, on a eu la chance d'aborder ensemble la question de la rébellion des Patriotes de 1837 à 1838. Et maintenant, on avance un peu dans le temps et on va aborder ensemble les crises de la conscription au Québec et au Canada. Commençons, Marc-Antoine, si tu le veux bien, avec la première crise, c'est-à-dire la crise de la conscription de 1917. C'est pas un secret pour personne, là. Le monde entier était en guerre entre 1914 et 1918. Peux-tu m'expliquer un peu quel était le rôle du Canada et du Québec dans ce conflit militaire? Mais tout à fait, ça a introduit encore bien le sujet. Euh, la Première Guerre mondiale, c'est une guerre qui est principalement européenne, qui se déroule donc en Europe très majoritairement. C'est un conflit qui est de nature politique et territoriale entre les grands empires coloniaux en Europe. Et dans le fond, ces empires-là veulent accroître leur territoire et leur influence un peu partout dans le monde. La participation du Canada est influencée notamment en grande partie par la participation du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne, si vous voulez l'appeler comme ça. Et nous, donc, en tant que province canadienne, on a été forcés de participer à ce conflit-là militaire par le fait que le Canada est entré en guerre en lien avec la Grande-Bretagne. Et là, pour être certaine que tout le monde là, comprenne bien à la maison, peux-tu indiquer aux gens de quoi on parle quand on veut dire conscription? Oui, tout à fait. La conscription, en fait, c'est le terme qui désigne l'enrôlement forcé des citoyens pour aller combattre sur les champs de bataille lors d'un conflit militaire. Donc, quand on manque de soldats, c'est typique d'un gouvernement qui va imposer une conscription à ses concitoyens pour avoir plus de gens dans l'armée, tout simplement. Et d'où vient l'idée, là, justement, au gouvernement fédéral d'imposer la conscription en 1917? Il faut comprendre qu'en 1917, on est déjà en pleine guerre mondiale qui a commencé en 1914. Et bon, face à ça, le Canada s'est engagé à envoyer des hommes en Europe. Mais là, il y a un faible taux d'enrôlement. On sent que l'armée s'essouffle, l'armée canadienne s'essouffle pour renvoyer des hommes. Donc, le gouvernement fédéral a pensé à imposer la conscription aux Canadiens ici au Canada. Mais là, quelle a été la réaction du Canada et du Québec à l'époque de l'imposition de la conscription en 1917? Ben, c'est une bonne question que tu poses ici, Charlotte, parce que tu l'as bien mentionné. Hein. Quelle a été la réaction du Québec et quelle a été la réaction du Canada? On peut tout de suite s'attendre à ce que la réaction des Canadiens et la réaction des Québécois n'était pas du tout la même, en fait. Du côté canadien, du côté du Canada anglais, les gens étaient plutôt favorables à ce que le gouvernement fédéral, les fédéraux, imposent la conscription à tous les citoyens. C'était une idée initiale du gouvernement de Robert Borden qui a imposé justement aux Canadiens, puis les Canadiens britanniques, d'origine britannique, étaient favorables. À l'inverse, parmi les gens qu'on retrouve dans les gens défavorables à cette mesure, il y a évidemment nous, les Canadiens français, pour des raisons évidentes qu'on va évoquer plus tard, mais que je peux citer. On n'avait pas un sentiment d'appartenance pour la couronne britannique. L'armée était contrôlée à majorité par les anglophones. Donc, on n'avait pas ce sentiment-là que c'était nécessaire de s'enrôler, même s'il y avait déjà des Canadiens français qui s'enrôlaient. On retrouve également tout ce qui était en lien avec l'agriculture. Donc, les agriculteurs étaient très défavorables à cette mesure-là. On peut les comprendre. Hein? Quand on a une terre à cultiver à chaque année, c'est un long labeur pour ces hommes-là et ces femmes-là. Puis là, d'envoyer les hommes en Europe pour servir l'armée canadienne, c'était pas l'idéal pour eux. Les ouvriers également n'étaient pas des gens qui étaient favorables à cette mesure-là. Et tous les immigrants non britanniques. Donc, il faut comprendre que finalement, parmi les gens qu'on retrouvait favorables à cette mesure-là, c'est seulement les Canadiens d'origine britannique. Et là, tantôt, là, tu nous as parlé du Québec qui était pas nécessairement de la même opinion que le Canada face à la conscription.
Qu'est-ce que le gouvernement fédéral a fait justement pour calmer ces tensions-là avec ses opposants? Ben, le gouvernement du Canada a essayé d'adoucir le ton, a essayé de calmer les tensions, comme tu le dis, notamment avec les agriculteurs. Parce que, bon, je l'ai expliqué, ça fait pas de sens d'envoyer des agriculteurs qui nourrissent notre pays, qui nourrissent nos hommes, nourrissent nos femmes, nourrissent nos enfants. Les envoyer sur le champ de bataille, ça faisait pas de sens. Donc, le gouvernement fédéral a tout simplement promis aux agriculteurs qu'ils seraient exemptés de cette mesure-là. Évidemment, vous connaissez le gouvernement fédéral. Ce n'est pas une surprise pour personne. Les fédéraux n'ont pas respecté leurs promesses, encore une fois. Mais là, Marc-Antoine, si je comprends bien, il n'y a pas eu une seule crise dans ce genre. Il y a eu celle qu'on vient de parler, celle de 1917, mais il y en a aussi eu une en 1942. Effectivement, Charlotte, comme tu le dis, la crise de 1917 a été importante. On en a parlé quelques minutes, mais la crise de 1942, elle aussi est importante. On n'est pas rentré dans tous les détails. Là. Il y a eu d'excellents reportages, d'excellents documentaires sur ces deux crises-là. Mais si on veut maintenant parler de la crise de 1942, effectivement, le gouvernement fédéral, les fédéraux, n'ont pas appris de leur erreur avec la crise de 1917. Et c'était quoi? Tu nous parles d'erreurs. Quelles étaient les erreurs? Bien, l'erreur principale, puis on va en parler, il y en a eu plusieurs, mais l'erreur, c'est de répéter la même expérience de imposer une mesure impopulaire aux Québécois. Tu sais, à la base, c'est ce que le gouvernement fédéral fait souvent, malheureusement, c'est d'imposer des mesures qui sont pas, euh, comment je pourrais dire, Mais qui ont pas moins de popularité au Québec. qui n'ont pas de popularité au Québec, puis qui viennent pas de la population du Québec, puis qui fonctionnent pas pour le Québec, tout simplement. Là. Je veux dire, Donc, les Québécois ne se reconnaissent pas là-dedans. effectivement, c'est des politiques dans lesquelles on ne se reconnaît pas en tant que Québécois, mais que les Canadiens anglais peuvent, auxquels ils peuvent s'appartenir, auxquels ils peuvent s'identifier. Mais ici, il n'y a pas de sentiment d'appartenance à ces mesures-là. Donc, comme tu le dis, bon, ben, le gouvernement fédéral n'a pas appris de ses erreurs et n'a pas appris d'écouter l'avis des Québécois. On n'est pas loin de la doctrine de Johnny MacDonald. Hein? Johnny MacDonald, qui est le père fondateur du Canada, qui disait, puis je peux le citer, il sera pendu, même si tous les chiens du Québec aboient en sa faveur. Et ça, il disait ça en lien avec la pendaison de Louis Riel, qui est un chef métis du Manitoba, qui a été pendu en 1885 parce qu'il réclamait plus de droits puis il voulait protéger ses terres contre l'invasion des Britanniques qui prenaient le territoire. Donc, encore une fois, il y a eu un climat de terreur qui s'est installé au Québec. Effectivement, parce que le gouvernement fédéral cherche toujours à avoir le dernier mot, cherche toujours à imposer ses mesures impopulaires aux Québécois. Donc, effectivement, il y a eu plusieurs grosses manifestations, que ce soit en 1917 ou en 1942. Donc, si on résume la chose, là, le 10 septembre 1939, le Canada est entré en guerre, volontairement, pour la première fois, un peu, en emboîtant le pas à la Grande-Bretagne et à la France, notamment. Parce que, bon, on sait, avec les conflits militaires en lien avec l'Allemagne nazie, l'Italie, le Japon, donc le Canada est entré en guerre contre ces pays-là, principalement contre l'Allemagne, qui est une bonne chose, on s'entend, ce régime-là, ce régime de dictatorial, ce régime de terreur-là, tyrannique, n'était pas idéal. Mais à l'époque, le Canada ne comptait que 4500 soldats, qui est quand même pas énorme. Donc, le premier ministre, William Mackenzie King, promettait quand même, malgré tout, malgré ce faible nombre de soldats, que ce serait seulement les volontaires qui iraient au front. L'histoire nous a appris que c'est souvent une parole en l'air. Évidemment, si on en parle aujourd'hui, c'est parce que les fédéraux n'ont pas respecté leurs promesses. On avance dans le temps un peu. Pour convaincre les Québécois et les Canadiens d'aller en guerre, il y a eu plusieurs campagnes publicitaires. Puis le fédéral a quand même réussi un coup de force. 60 000 volontaires partout au Canada qui se sont engagés pour aller en guerre contre l'Allemagne nazie et ses alliés. Donc ça, c'est un effort considérable de la part de la population. Mais un an après la promesse du premier ministre Mackenzie King, qu'est-ce qui arrive? Ben là, il revient sur sa décision d'envoyer seulement des volontaires en guerre contre l'Allemagne nazie. Il se rend compte que là, ça commence à s'essouffler. Il y a de moins en moins de volontaires. Puis là, ça va prendre plus de gens pour aller en guerre. Et là, c'était qui les candidats là, pour pouvoir aller au front?
Ben, effectivement, les candidats pour aller au front, c'était des jeunes hommes âgés d'au moins 16 ans qui devaient s'enregistrer avec l'enregistrement national, ce qui était une mesure du gouvernement fédéral. Donc, tous les hommes de 16 ans et plus devaient s'enregistrer auprès du gouvernement en quelques jours seulement pour que le gouvernement puisse avoir une idée de quels étaient les effectifs au Canada au complet. Donc, on a vu des gens, parce qu'on savait que les célibataires, les jeunes hommes célibataires allaient être priorisés pour envoyer au front. Donc, on a vu plusieurs mariages très précipités au Canada, surtout au Québec, de gens qui disaient, bon, ben moi, mettons, je vais pas aller en guerre. Là, je commence à sentir que le gouvernement fédéral va m'obliger à aller en guerre. Je vais me marier avec quelqu'un que j'aime ou que j'aime pas. Mais comme ça, au moins, je ne serai plus considéré comme un jeune homme célibataire. Je vais être considéré comme un futur père de famille, un homme marié. Donc, on peut même voir là, des centaines de jeunes hommes avec des jeunes filles qui se sont mariés dans des grands parcs en même temps, parce que là, on manquait de curés. Hein. Il y avait tellement de mariages que les curés ne fournissaient plus. Ils se mariaient plutôt dans des grands parcs, notamment à Montréal, au parc Jarry. Puis c'était des centaines de personnes en même temps avec un seul curé. Donc ça a été assez loufoque. C'est assez particulier, oui. Oui, effectivement. C'était des mariages qui étaient assez organisés vite. Puis on peut noter plusieurs anecdotes comme ça. Là, des gens, des fois, qui étaient même pas dans la même ville. Par exemple, si toi et moi, on veut se marier, Charlotte, ben là, toi, t'habites à Gatineau, moi, je suis à Shawinigan, ben on avait le mariage par téléphone. Donc, Ah, des ça gens, se pouvait. ouais, il y avait des gens qui se mariaient par téléphone. Comment qu'on... Mon Dieu, ok, ça m'intéresse. Non, Effectivement. non, non, mais genre, ça m'intrigue de comment que ça se passait. Ça a dû être vraiment spécial. Ben, le but, c'était pas d'avoir, tu comprends que quand on se marie au téléphone, c'est pas de faire une belle cérémonie d'amour. Hein? C'est vraiment plus pour se marier rapidement, pour ne pas être envoyé à la guerre. Donc, effectivement, il y a des gens qui ont pris cette option-là. Là. Vite fait, bien fait. Vite fait, bien fait, exactement comme tu le dis, Charlotte. Sinon, qu'est-ce qu'on peut noter également dans les faits intéressants de cette partie-là de notre histoire, si on veut continuer? Il y a des gens, malheureusement, qui se sont mutilés. Parce que si, mettons, il me manquait un bras ou il me manquait une jambe ou si je devenais aveugle ou peu importe quel était mon handicap, si on veut, ben c'est sûr qu'on n'allait pas m'envoyer au front en priorité. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont mutilés. Il y a d'autres gens qui ont même déserté. Il y a des gens qui se sont cachés dans le fin fond des bois pour ne pas s'enregistrer parce que c'était une campagne, comme je l'ai dit, qui se déroulait sur quelques jours. Il fallait faire ça vite. Donc, il y a des gens qui se sont cachés en se disant, ben moi, je ne vais pas m'enregistrer pour être prêt ça, être envoyé au front. Et outre que ça, là, euh, y a-tu des réactions politiques face à l'enregistrement national? Oui, il y en a eu plusieurs. Il y a plusieurs gens qui se sont levés et qui ont dit, là, nous, on est contre ça. On comprend ce qui s'en vient. Là. Le gouvernement fédéral nous demande de nous inscrire. Après ça, c'est quoi la prochaine étape? Ils vont nous envoyer au front. Ils vont passer leur conscription. Ils ont promis de ne pas le faire, mais on n'a plus confiance aux fédéraux. Alors, il y a eu des gens, comme le maire de Montréal, qui disaient aux gens, ben, allez pas vous inscrire. Ne le faites pas. Nous, on est contre. On a raison d'être contre. On nous a promis qu'il n'y allait pas avoir d'enregistrement national. On sent qu'il y a une conscription qui s'en vient. Alors, si vous ne voulez pas y aller, n'y allez pas. Ça, c'est le maire de Montréal, Ken Hood. Face à ça, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement fédéral? Ben, on l'a arrêté, on l'a emprisonné, puis on l'a mis dans un camp de travail, si je me souviens bien, Petawawa, en Ontario. Puis pendant la durée de la crise, ben, le maire de Montréal était emprisonné parce qu'il n'allait pas dans le sens du gouvernement fédéral. Mais là, Marc-Antoine, pour situer un peu nos auditeurs, là, la conscription dans tout ça est arrivée quand et comment? Ben, comme on le disait dans le fond, le gouvernement fédéral avait promis de ne pas imposer la conscription aux Canadiens. Malheureusement, on comprend qu'il l'a fait. Donc là, dans le fond, tu le dis bien, Charlotte, la conscription a été malheureusement imposée aux Canadiens en 1944 par les fédéraux. Mais avant ça, plusieurs faits sont allés dans ce sens-là. D'abord, en 1942, les fédéraux ont organisé un grand plébiscite qui est comme une sorte de référendum, mais sans vraiment avoir de mandat. Donc, ils ont organisé ce vote-là partout à travers le Canada pour savoir si les Canadiens étaient prêts à libérer le premier ministre Mackenzie King de sa promesse de ne pas tenir de conscription pour les Canadiens. Dans ces résultats-là, ça a été assez clair. Les Canadiens
en dehors du Québec, ont voté pour libérer le premier ministre, donc ont voté pour la conscription, en faveur de la conscription, alors que les Québécois ont voté très majoritairement contre cette mesure-là. On en a un peu parlé tantôt, Marc-Antoine. On a dit que les Québécois étaient contre la conscription, mais pourquoi ils étaient des opposants? Mais effectivement, on en a parlé un peu tantôt, mais revenons-y. Il n'y avait pas pour les Québécois un sentiment d'appartenance à la couronne britannique comme les Canadiens anglais l'avaient. Donc, on ne sentait pas l'urgence d'aller défendre la Grande-Bretagne face face à l'Allemagne dans ce conflit-là. On avait aussi un sentiment que ce conflit-là, on n'était pas vraiment engagé là-dedans. C'est sûr qu'à l'époque, on ne connaissait pas toutes les atrocités que Hitler a fait, malheureusement, avec le génocide Oui, pour ça a les été Juifs. beaucoup dissimulé. Oui, c'était souvent caché. Puis nous, ici, tu sais, aujourd'hui, on a des moyens de communication, mais à l'époque, là, on ne pouvait pas savoir, puis on ne sait même pas encore tout ce qui se passe un peu partout dans le monde. Il y a des camps, tu sais, quand on pense aux Ouïghours en Chine, on ne sait pas tout. Donc, imaginez à l'époque, les Canadiens, les Québécois ne savaient pas vraiment ce qui se passait. On l'a appris après la guerre. Donc, ce conflit-là, comme en 1914 puis en 1918, pour la Première Guerre mondiale, on pensait que c'était seulement un conflit territorial. On était défavorable à la politique de l'Allemagne, mais sans plus. C'était un conflit qui était principalement européen. Il n'y a pas eu de conflit militaire, il n'y a pas eu d'affrontement ici en Amérique du Nord. Donc, on ne se sentait pas, à proprement parler, attaqué ou menacé. Donc, effectivement, il y avait un sentiment moins fort envers la couronne britannique, mais également un sentiment que le conflit ne nous appartenait pas au final. Et finalement, quelle a été la participation des Québécois dans la Deuxième Guerre mondiale? Mais malgré tout ça, là, les Québécois ont participé énormément à ce conflit-là, de loin ou de près, parce que, bon, on l'a dit, il y a eu 60 000 volontaires au Canada dès le déclenchement de la guerre. Il y avait beaucoup de Québécois là-dedans. Les Québécois ont été forcés de s'enrôler avec la conscription, donc il y a eu beaucoup de Québécois qui sont allés au front pour ce conflit-là. Mais notre participation ne se limite pas à ça. Notre participation était également agricole pour envoyer tout ce qui était de nourriture aux soldats en Europe. Notre participation était également industrielle parce qu'on ne faisait pas la guerre seulement avec des épées ou avec des roches. Hein. Ça prenait de l'équipement, ça prenait de l'armement. Et nous, au Québec, on a vraiment participé à ça. Surtout les femmes, il faut le noter. Là, les femmes sont allées sur le marché du travail pendant que les hommes étaient au front, sont allés dans les usines. Quand on parle d'usine, on peut parler de l'Arsenal de Québec, qui a fourni des millions de munitions pour ce conflit-là. On peut penser à ma ville, à moi, Shawinigan, qui est devenue un pilier de l'industrie chimique pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a produit une énorme quantité d'explosifs pour l'armée canadienne, et pas que, ce qui en a fait le plus grand centre de production. Donc vraiment, là, l'effort industriel, l'effort militaire, l'effort agricole était présent. Et je terminerai avec un dernier témoignage pour le Québec. On a eu Léo Major. Léo Major, c'est un véritable héros de renommée internationale. C'est malheureux parce que les gens qui le connaissent le moins, ce sont les Québécois, alors que c'était lui-même un Québécois. Léo Major, c'est celui qu'on surnomme le Rambo québécois. Il l'a libéré. Oui, oui, tu m'entends bien, Charlotte. Il a libéré un village aux Pays-Bas au complet. Puis ça, c'est juste un exploit. Là. Il en a fait plein des exploits comme ça. C'était un homme qui s'en prenait à des tanks. Vraiment, c'était un héros. Il y a eu des incidents, il a perdu sa vision avec un œil, l'œil gauche, si je me souviens bien, mais cet homme-là mériterait un film à lui seul. Oui. On le salue d'ailleurs. Puis on salue sa mémoire. Puis sais-tu quoi? Je vais t'apprendre quelque chose aussi, Charlotte, puis je suis certain que je vais apprendre des choses à nos auditeurs. Léo Major, l'héros qui a libéré un village aux Pays-Bas, c'était un indépendantiste. Il avait sa carte de membre du Parti québécois. Je pense, si ma mémoire est bonne, que c'est son petit-fils qui n'a parlé récemment pour l'anniversaire de son décès. Effectivement, donc, il était membre du Parti québécois. Paul Saint-Pierre Plamondon en a parlé aussi récemment. Donc, vraiment, c'était un héros. Puis en plus, c'est un indépendantiste. On peut en être fier. Et c'est quoi les conclusions qu'on peut tirer là, de ces deux crises qui sont assez importantes? Ces deux crises-là, là, ce qui nous ont fait comprendre, ce qui nous ont fait réaliser, encore une fois, que ce soit pendant la Première Guerre mondiale ou pendant la Deuxième Guerre mondiale,
c'est qu'on est malheureusement deux peuples différents. Les Québécois et les Canadiens forment deux nations différentes avec des ambitions, des valeurs, des visions de faire, des visions d'avenir différentes complètement. Et on le savait, et je le dis, je le répète depuis toujours, on n'a pas donc la même vision. La cohabitation est très difficile, voire impossible entre le Québec et le Canada. Et ces deux crises-là nous l'ont fait rappeler, parce que c'est pas la première fois qu'on le dit, qu'on n'a pas les mêmes idées. Donc, finalement, on ferait vraiment mieux de prendre notre avenir en main parce que, on le voit, là, sur des questions aussi essentielles que notre participation à la guerre, ça peut créer des conflits ici même au Canada entre les Québécois et les Canadiens. On peut cohabiter, en fait, je pense pas qu'on peut cohabiter. Je pense qu'on peut coopérer, je pense qu'on peut s'entendre sur plein de sujets, mais il y a plein de sujets, malheureusement, qu'on ferait mieux de décider pour notre part, puis laisser les Canadiens décider pour eux-mêmes. Mais je te remercie vraiment beaucoup, Marc-Antoine, là, d'avoir été avec moi pour parler de tout ça. Ce fut vraiment intéressant et je pense aussi que les gens à la maison là, en ont appris davantage. C'est des choses qu'on ignorait. Là. En tout cas, pour ma part, tu m'as appris beaucoup de choses. Et j'en profite aussi pour vous inviter, là, vous à la maison, à consulter nos épisodes précédents qui sont disponibles sur Spotify et YouTube. Et j'ai déjà très hâte de vous retrouver pour l'épisode 6 qui portera sur la Révolution tranquille. Ça, c'est mon sujet, OK? Et sur ce, on se dit à la prochaine fois.